C'est une fille qui a vécu sa vie comme une aventure, explorant la nature sauvage de l'Ouest. Ma vie, puis-je juste dire, je veux simplement, c'est ma façon de montrer ma gratitude. Mais maintenant, les autorités essaient de comprendre comment elle est morte. Et à ce stade, c'est un mystère complet. Son corps a été retrouvé sur un sentier de randonnée en Californie. Je vais vous dire ce que révèlent ceux qui disent l'avoir trouvé à propos de l'état de son corps. Et cela soulève des questions profondément troublantes. C'est On the Case, présenté par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Très bien, salut tout le monde. Rapidement, on a beaucoup de choses à aborder dans cet épisode de On the Case. Mais avant de commencer, je veux vous parler de cette application. Elle est énorme. Upseed vous permet de récupérer de l'argent sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses et les plats à emporter. Il suffit de télécharger l'application gratuitement. Vous sélectionnez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 emplacements, puis vous payez comme d'habitude avec votre carte. Ensuite, vous vérifiez l'achat et vous récupérez de l'argent. C'est tout, je l'ai utilisé. Disons que je fais le plein ou que je prends un plat à emporter. Je cherche des offres sur Upside. Ensuite, après avoir dépensé, l'argent apparaît dans mon application. Je le transfère directement sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an. Pour récupérer votre argent, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR, puis utilisez le code promo OTC pour obtenir 25 centimes de bonus par gallon lors de votre premier plein. Nous assistons à un rebondissement dans une histoire difficile à comprendre. Comment une femme qui semblait en forme, semblait profiter pleinement de la vie, semblait avoir un impact positif sur tant de personnes, a pu finir morte, comme la femme dont nous parlons dans cette histoire en Californie. La lenteur, c'est la fluidité. La fluidité, c'est la rapidité. C'est ma nouvelle devise parce qu'en gros, je me réveille prête à foncer dès que j'ouvre les yeux. C'est Joanna Shields qui parle à ses abonnés sur Instagram. Son nom d'utilisateur était Jojo Skates. Et c'était un moment où elle prenait juste le temps de parler à ses abonnés et de exprimer sa gratitude. Shields venait de Carlsbad, en Californie, mais elle a exploré tellement d'endroits différents. Elle adorait faire du skateboard et en fait, il semblait qu'elle travaillait pour une entreprise qui fabrique des skateboards électriques. Cela faisait vraiment partie de son identité. Ses réseaux sociaux montraient qu'elle aimait la nature et l'aventure. Elle se décrivait comme quelqu'un cherchant à devenir la meilleure version d'elle-même. Il y a une cagnotte GoFundMe qui collecte de l'argent pour sa famille et qui dit qu'elle avançait dans la vie avec éclat et spontanéité. Et encore une fois, savoir cela à son sujet rend cette histoire tout simplement difficile à comprendre. Donc, je veux parler de ce que nous savons à ce stade concernant la façon dont Joanna Shields est décédée. Et cela s'est passé le 9 avril. Cette histoire se déroule à Big Sur, en Californie, qui est tout simplement une région pittoresque du pays. C'est là que se trouvent certains des sentiers de randonnée les plus pittoresques que vous puissiez trouver sur Terre. Selon la chaîne de télévision KSBW, il y avait un groupe de randonneurs qui traversait ce qu'on appelle Sykes Hot Springs, dans la forêt nationale de Los Padres à Big Sur. Et c'est là qu'ils sont tombés sur un corps. Et c'était le corps de Joanna Shields. Maintenant, l'un de ces randonneurs a déclaré à la chaîne de télévision, je cite, « Je n'ai vu aucune trace de sang. Elle était pâle. Elle avait des marques autour du cou. Je ne veux pas dire, vous savez, des marques d'étranglement. Mais quand le pompier a soulevé la veste, il a confirmé qu'elle avait une grande entaille sur la tête. » Fin de citation. Son corps a donc été retrouvé le 9 avril. Et son corps, à cause de certaines conditions météorologiques et simplement de l'endroit isolé où elle se trouvait, n'a été récupéré que le lendemain, le 10. Les autorités ont dû utiliser un hélicoptère pour extraire le corps de Johanna de la forêt nationale en raison de son emplacement. Ces randonneurs qui ont parlé à la chaîne de télévision n'ont pas seulement dit avoir trouvé un corps. Voici l'élément très intéressant. Ils disent aussi qu'il y avait une personne sur place qui a affirmé être un ami de Johanna. Maintenant, les randonneurs ont dit à la chaîne de télévision que cet homme, il prétendait être son ami. Et ils disent qu'il avait l'air, je cite, nerveux, comme choqué. Son visage semblait engourdi et terne. Donc quand on entend ça, ça attire forcément l'attention, ça alerte un peu sur le genre d'histoire à laquelle on pourrait avoir affaire ici. Maintenant, l'ami présumé de Johanna, qui parlait à ses randonneurs, a dit que Johanna était partie aux toilettes. Un randonneur a déclaré, je cite, qu'elle se nettoyait dans la rivière vers 10h30 du matin. Et il est parti la chercher, puis l'a simplement vue allongée face contre l'eau, nue, fin de citation. Maintenant, les randonneurs ont dit qu'ils avaient également fait des déclarations aux autorités. Ils n'ont pas seulement parlé aux médias. Nous savons que les enquêteurs considèrent la mort de Joanna Shields comme suspecte. Mais à ce stade, la cause reste inconnue. Le randonneur témoin aurait déclaré: d'un côté, nous ignorions s'il vivait le pire jour de sa vie, ou de l'autre, s'il venait de tuer quelqu'un. Alors j'y suis allé en me disant: d'accord,
sois ultra prudent, ralentis les choses et assure-toi que tout le monde soit en sécurité. À ce stade, la police n'a pas précisé si la mort de Johanna est un homicide ou un acte criminel, mais n'écarte aucune hypothèse. Les enquêteurs essaient toujours de reconstituer exactement ce qui est arrivé à Johanna. Et le résultat de son autopsie soulève encore plus de questions. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer la cause du décès de Johanna. Cependant, ils ont pu identifier les marques sur son cou dont parlaient les randonneurs. Ils craignaient qu'elles aient été causées par une strangulation. Les autorités ont écarté l'hypothèse que ces marques soient dues à une strangulation ou à un acte criminel. Le coroner aurait en fait déclaré que ces blessures étaient compatibles avec celles causées par des insectes. Nous allons également aborder comment cela s'inscrit dans la chronologie de ce qui est arrivé à cette femme, sachant que, peu importe les marques sur son cou, dont nous n'avons pas vu de photos, elles résultaient de piqûres d'insectes dans cette forêt. KSBW rapporte que la mort de Johanna reste suspecte pour les enquêteurs, qui n'ont pas exclu un acte criminel. À présent, les autorités attendent toujours les résultats du test toxicologique pour savoir ce que Johanna avait dans son organisme au moment de sa mort. Le problème, c'est qu'il pourrait falloir, selon les informations, de 6 à 8 semaines pour obtenir ces résultats. C'est ma vie, c'est ce que je veux dire. Je suis tellement reconnaissante d'être en vie. Et il y a eu des moments dans ma vie où, vous savez, j'ai failli ne plus être en vie. Et ça, ce n'était pas un choix conscient. Maintenant, lors du live Instagram que nous avons regardé, que Johanna Shields a publié, elle a vraiment parlé de tellement de positivité, de tellement de gratitude. Elle a également parlé de ses difficultés de santé mentale dans le passé. Il y a une autre vidéo publiée sur YouTube où elle parle de lutter contre la dépression et l'anxiété et de se battre pour retrouver un bon équilibre. Maintenant, la page GoFundMe pour Johanna dit, je cite, elle appartenait au vent et au soleil, glissant souvent sur sa planche à roulettes, avec un sourire qui illuminait ses magnifiques yeux bleus. Johanna était une âme lumineuse et aventureuse qui a touché la vie de tous ceux qui l'entouraient. Rejoignez-nous maintenant pour parler davantage de cette affaire. Et c'est vraiment tragique, vraiment triste, quand on pense à la perte de quelqu'un qui semblait vivre une vie aussi vibrante, mais c'est aussi un véritable mystère. Matt Irvine, ex-détective, instructeur des forces de l'ordre. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici, vous savez, sur Law and Crime. Qu'est-ce qui vous frappe à ce stade, surtout maintenant que les résultats de l'autopsie sont arrivés et semblent non concluants pour déterminer ce qui est arrivé à Johanna Shields? Eh bien, vous savez, cela reste vraiment un mystère, comme vous l'avez dit. Et je pense que ce qui me frappe, c'est que les services du shérif de Mario semblent faire exactement ce qu'ils doivent faire en termes de bonnes pratiques et de bon travail policier. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez ce que nous appelons un décès sans témoin, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt et qu'il n'y a pas de tiers crédible et neutre pour vous dire ce qui s'est passé, vous traitez cela comme un crime jusqu'à ce que les faits prouvent le contraire. Donc, ils semblent agir comme il faut avec prudence, car tirer des conclusions hâtives ou décider qu'un décès est accidentel ou naturel sans tous les éléments fait manquer des aspects importants. Des preuves se perdent, elles sont contaminées et il est très difficile de corriger ces erreurs plus tard dans l'enquête. Donc, le fait qu'ils procèdent avec prudence et qu'ils laissent la question en suspens me semble absolument la bonne chose à faire en ce moment. Quand on voit le rapport d'autopsie revenir sans conclure sur la cause de la mort, mais il y avait un grand élément d'information qui est sorti parce que vous avez ces randonneurs qui disent qu'ils ont trouvé son corps et ils ont parlé de marques sur son cou. Quand on entend ça de prime abord, on craint qu'une personne ait été attaquée, étouffée ou étranglée. Mais la police affirme le contraire, disant que cela y ressemble, sans nous montrer de photos de ces marques. Vous savez, il dit que c'était des marques d'insectes, ce qui peut être beaucoup de choses. On a parlé de fourmis, mais je n'en ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que vous en pensez de cette partie-là? C'est ça, vous savez, encore une fois, on ne sait pas à quoi ressemblent ces marques. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on voit et on se dit, ouais, bon, clairement, c'est ça. Mais qu'en pensez-vous? Eh bien, je ne connais pas grand-chose aux fourmis et aux insectes, en particulier dans ce cas, mais c'est sûr que quand quelqu'un meurt, quelle qu'en soit la raison, dans un environnement exposé, et particulièrement dans ce genre de région sauvage autour de Big Sur, il est courant qu'il y ait une certaine activité animale autour du corps,
Et donc, ce n'est pas inhabituel. Il n'est pas non plus inhabituel qu'une personne meure accidentellement ou de cause naturelle et que cela paraisse quand même assez horrible pour un témoin, pour un passant. Donc, rien de tout cela n'est vraiment surprenant. J'imagine que le médecin légiste et la police examinent de très près les restes de Mademoiselle Shields pour détecter tout signe de traumatisme qui ne serait pas cohérent avec une chute ou un autre type de cause naturelle selon les circonstances. J'imagine qu'ils examinent très attentivement la zone où elle a été retrouvée pour déterminer si les indices indiquent que c'est là qu'elle est morte ou s'il y a des indices montrant qu'elle a été amenée là après sa mort. Et cela pourrait être des éléments comme de la matière organique étrangère à la zone. Cela pourrait aussi être des traces de traînement. Dans un cas où quelqu'un a beaucoup saigné, s'il n'y a pas beaucoup de sang à l'endroit où il a été retrouvé, évidemment, cela indique qu'il est mort ailleurs. Et je suis sûr qu'ils examinent de très près ses antécédents. Tout ce qu'elle aurait pu dire à quelqu'un avant cet incident qui suggérerait qu'elle avait l'intention de se faire du mal, ou toute personne dans sa vie dont elle avait peur ou par qui elle se sentait menacée. Malheureusement, lorsque des femmes sont tuées, à moins qu'elles ne soient impliquées dans des activités qui les mettent en contact avec beaucoup d'inconnus dangereux, dans la grande majorité des cas, elles sont tuées par des partenaires intimes ou d'anciens partenaires intimes. Je suis donc certain que ce sont tous des aspects de l'enquête. Ils vont examiner ces restes. Ils vont examiner l'endroit où elle a été retrouvée et ils vont aussi s'intéresser aux personnes de son entourage pour voir si cela peut leur indiquer ce qui s'est passé ici. Donc vous avez ces randonneurs, et ils finissent par donner une interview à une chaîne de télévision locale. Et c'est là que nous obtenons, vous savez, certaines informations, apparemment, en examinant l'enquête et ce qui est en cours. Et non seulement ils ont parlé de la découverte de son corps, mais ils ont aussi évoqué cette personne qui disait être son amie, et qui, apparemment, faisait de la randonnée avec elle, selon leur dire. Et cette personne, vous savez, c'est difficile parce que c'est du point de vue de ces randonneurs. On se fait une idée dans sa tête de ce à quoi ressemble cette personne. On ne les a pas vus, mais ils disent que cette personne semblait nerveuse. Ensuite, ils trouvent le corps de Joanna Shields et, j'imagine, appellent à l'aide. En tant qu'enquêteur, quand vous approchez quelqu'un comme ça, que ce soit cet ami, et peut-être qu'ils étaient partis en randonnée et qu'il y a eu un accident qui explique tout, mais jusqu'à ce qu'on en arrive là, comment faites-vous pour aborder cette personne et essayer de comprendre ce qui s'est passé? Eh bien, en parlant d'abord aux randonneurs, je ne suis pas du tout surpris qu'ils soient bouleversés par ce qu'ils ont vu et qu'ils imaginent probablement toutes les pires possibilités. Un cadavre, c'est traumatisant. Encore une fois, une personne qui meurt, même dans les circonstances les plus naturelles, peut être quelque chose de très choquant et difficile à voir. Donc, ils peuvent combler les vides en fonction de leur propre réaction émotionnelle et peut-être aussi en se basant sur ce qu'ils voient dans les histoires criminelles, les films, la télévision, ce genre de choses. En ce qui concerne la personne qui aurait pu être avec elle à ce moment-là, je veux dire, cela va évidemment être une source d'information cruciale dans cette affaire. Encore une fois, même si elle est morte de la manière la plus accidentelle, naturelle et tragique qui soit, cette personne sera affectée émotionnellement, surtout si elle était proche d'elle. Donc que cette personne soit nerveuse ou traumatisée, ce n'est pas forcément un signe de culpabilité. Mais ce qu'ils ont à dire aux enquêteurs sera certainement crucial. Il est important de noter que les forces de l'ordre, le bureau du shérif du comté de Monterey, ont qualifié ce décès de suspect. C'est mystérieux, mais ce n'est pas considéré comme un meurtre pour l'instant. On ignore s'il y a eu acte criminel, mais cette hypothèse n'est pas écartée. Nous sommes donc un peu dans l'attente, le temps que tout suive son cours. Mais quel est le processus pour en arriver au point où, en tant qu'équipe, vous regardez la situation et vous dites d'accord, c'était accidentel, ou bien nous pensons que nous suivons une piste qui nous fait croire qu'il y a eu acte criminel? Eh bien, encore une fois, ce sont ces trois aspects dont nous avons parlé il y a un instant. Ce sera les preuves que le corps de Mademoiselle Shield raconte aux enquêteurs en termes de traumatismes qui ne sont pas compatibles avec un accident ou des causes naturelles. Ce sera la scène où elle a été retrouvée. Toute indication qu'elle soit morte ailleurs et qu'on l'ait amenée là sera certainement suspecte. Et puis, évidemment, encore une fois, parler aux témoins, le randonneur et la personne qui, les randonneurs et la personne qui apparemment était avec elle au moment ou autour du moment où elle a subi ce qui a mis fin à sa vie. Ce seront des sources d'informations cruciales, mais aussi les personnes de son entourage de manière plus générale avant cet incident. Tout ce qu'elle a pu dire à des gens à propos de ses projets pour cette randonnée, de ses projets de vie, toute personne dont elle se sentait menacée ou effrayée
toute relation dans laquelle elle était et qui aurait pu lui porter préjudice. Tous ces éléments feront partie de cette enquête. Et encore une fois, ils procèdent exactement comme ils le devraient. Un décès sans témoin comme celui-ci est suspect et doit être traité comme un crime jusqu'à preuve du contraire. Pense aussi à l'endroit où on a retrouvé son corps. Ce sont comme des sources chaudes, je suppose, mais c'est assez loin dans cette forêt nationale pour qu'ils aient eu besoin d'un hélicoptère lorsqu'ils ont récupéré son corps, ce qui n'est probablement pas rare à Big Sur dans une situation de randonnée. Mais le fait que son corps ait été retrouvé dans l'eau et les conditions autour de cela, je me demande juste comment recueille-t-on des preuves sur une scène comme celle-là, où c'est certainement le fait d'être dans l'eau, mais aussi tous les éléments autour d'elle. Vous soulevez plusieurs points importants. Tout d'abord, l'endroit où elle a été retrouvée est très isolé et accidenté. C'est en quelque sorte en regardant ce sentier près duquel elle se trouvait. Et le sentier est signalé aux randonneurs comme étant très difficile, très escarpé et très accidenté. Donc, c'est certainement le genre d'endroit où l'on pourrait faire une chute ou avoir un accident qui pourrait vraiment vous blesser ou vous tuer. Donc, d'une certaine manière, cela penche davantage vers une explication naturelle ou accidentelle. Mais pour ce qui est de travailler sur la scène, je veux dire, l'eau est difficile à gérer parce qu'elle dégrade les choses. Elle peut tout emporter. Certains éléments présents dans l'eau peuvent ensuite s'y fixer. Donc, c'est un milieu délicat, mais il y a des personnes qui passent toute leur carrière à développer une expertise dans ce domaine. Et cela devrait tout de même être une scène exploitable. Qu'est-ce que cela vous dit que l'autopsie se soit révélée non concluante en ce qui concerne la détermination de la cause du décès? C'est une excellente question. Je ne l'ai pas vue, donc je ne connais pas les détails, mais je m'y attendrai. Ce que cela indique, c'est qu'il n'y a rien d'évident en termes de traumatisme subi par son corps qui laisse penser à un acte de violence contre elle. Par exemple, une blessure à la tête peut résulter de nombreux facteurs, qu'ils soient accidentels ou intentionnels. Et si c'est la nature de, vous savez, l'histoire que son corps nous raconte à ce stade, cela ne répond pas vraiment à la question du mécanisme à l'origine de cette blessure. Et puis je sais qu'ils attendent les résultats du test toxicologique. Je pense que tout le monde ici sait qu'un test toxicologique révélera ce qui était potentiellement dans son corps à ce moment-là. Mais quelle est la probabilité qu'une réponse sur la cause du décès vienne d'un test toxicologique plutôt que de l'autopsie qui n'a pas pu le déterminer? C'est une excellente question. Vous savez, mais c'est vraiment difficile à dire. Je ne sais pas à quel type de substance elle aurait été exposée, qu'elle ingérait volontairement de façon régulière. Je ne connais rien de son mode de vie, vous savez, ni des médicaments ou autres substances qu'elle prenait. Je veux dire, bien sûr, si vous faites de la randonnée dans une zone isolée et accidentée, certaines substances, qu'elles soient légales ou illégales, peuvent provoquer de la désorientation, de la déshydratation, une surchauffe, tout cela pouvant être très très dangereux pour quelqu'un qui se trouve dans une région sauvage, isolée et difficile d'accès. Il pourrait donc y avoir des réponses de ce côté, mais sans rien savoir sur sa vie ni sur les médicaments ou substances qu'elle aurait pu consommer, il est vraiment difficile de dire à quel point les analyses toxicologiques seront utiles. Il y a aussi, vous savez, certaines substances qui quittent le corps très rapidement, d'autres qui se retrouvent dans les cheveux, d'autres dans le sang et d'autres encore dans les tissus. Donc il est difficile de savoir ce qu'ils vont rechercher et quelles informations pourraient encore leur être accessibles. Oui, parce que si on revient à l'endroit où son corps a été retrouvé, dans cette zone accidentée, vous savez, surtout si elle était dans l'eau, il est difficile de préserver les preuves, d'autant que son corps a été retrouvé le 9 avril et ils n'ont pas pu le sortir de la forêt avant le 10 à cause de conditions météorologiques difficiles. Quel impact cela aura-t-il? Je sais que le test toxicologique dure environ 6 à 8 semaines. Et je sais que dans beaucoup de régions du pays, il peut y avoir un retard et cela peut prendre du temps pour obtenir ces résultats. Pendant que vous attendez ces résultats, et même si c'est un cas particulier, alors que l'autopsie est déjà non concluante, qu'est-ce que vous faites entre-temps en tant que détective chargé de l'affaire? Y a-t-il vraiment quelque chose que vous puissiez faire, vous savez, tant que vous n'avez pas reçu le rapport? Oui, c'est maintenant que les entretiens avec les témoins deviennent essentiels. Nous avons encore discuté des randonneurs qui l'ont trouvée et de la personne qui aurait pu être avec elle au moment de sa mort ou peu avant, après. Mais il devrait parler aux personnes de son entourage pour essayer de comprendre s'il y a quelqu'un de fragile.
une raison pour laquelle quelqu'un voudrait lui faire du mal. Et encore une fois, malheureusement, dans de nombreux cas impliquant des femmes, c'est un partenaire intime ou un ancien partenaire intime, à moins qu'elle ne soit impliquée dans une activité qui la met en contact avec des personnes dangereuses. Je ne pense pas qu'il y ait publiquement le moindre indice que cela fasse partie de sa vie. Mais oui, ces entretiens avec les témoins, la famille, les amis, les connaissances, les partenaires, les anciens partenaires, tout cela peut avoir lieu en ce moment pendant qu'ils attendent les résultats de la toxicologie. Et nous verrons ce qui se passera ensuite. C'est vraiment très triste quand on pense à la perte, bien sûr, à la perte d'une vie, mais aussi à un tel mystère, vous savez, qui se déroule à Big Sur. J'espère que nous aurons des réponses, surtout pour la famille et les amis de cette jeune femme. Matt Irvine, instructeur des forces de l'ordre, détective à la retraite. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime et d'analyser ces affaires avec nous. Nous vous en remercions. Merci Chris. C'est tout pour On the Case présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Nous sommes aussi en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.